Très récemment, des astronomes ont découvert 3 planètes potentielles super-Terre en orbite autour d'une étoile naine orange relativement proche. Le terme super-Terre est utilisé pour décrire une planète au-delà du système solaire ayant une masse supérieure à celle de la Terre, mais inférieure à celle des géantes de glace du système solaire, Uranus et Neptune. Une équipe internationale de chercheurs, dirigée par le Dr Shweta Dalal de l'Université d'Exeter, a découvert que les exoplanètes orbitaient autour de l'étoile HD 48498, qui est située à environ 55 années-lumière de la Terre. Les planètes tournent autour de leur étoile en 7, 38 et 150, et un jour terrestre, respectivement. L'étude décrivant ces découvertes est parue dans la revue MNears le 24 juin 2024. La chose la plus cool ici est que la candidate exoplanète la plus extérieure orbite dans la zone habitable de son étoile hôte. Et les conditions là-bas pourraient être assez confortables pour que l'eau liquide existe à la surface sans bouillir ni geler. De telles régions habitables autour des étoiles sont également connues sous le nom de zone de Goldilocks et sont censées être idéales pour potentiellement abriter la vie. Une autre raison pour laquelle cette découverte est si importante, c'est que l'étoile haute orange est semblable à notre Soleil. Mais comme c'est une naine orange, elle produit moins de radiation que notre étoile naine jaune. C'est également le système planétaire le plus proche à héberger une super-Terre dans la zone habitable d'une étoile semblable au Soleil, ce qui rend cette découverte très excitante. Cela peut nous aider à progresser dans notre quête pour localiser des planètes habitables autour d'étoiles, de type solaire. Qui sait? Peut-être que cette planète sera notre nouveau foyer un jour. Ces potentielles super-terres ont été détectés grâce au programme ARPS-N de recherche des planètes rocheuses. Au cours d'une décennie, l'équipe participant à cette recherche a recueilli près de 190 mesures de haute précision à l'aide d'un équipement spécial. En analysant le spectre de la lumière provenant d'une étoile, les astronomes peuvent déterminer si elle se déplace vers nous. C'est ce qu'on appelle le décalage vers le bleu. Ou si elle s'éloigne de nous. C'est ce que nous appelons le décalage vers le rouge. Et pourtant, pour s'assurer que leurs conclusions étaient correctes, l'équipe a utilisé de nombreuses méthodes différentes et des analyses comparatives. Tout a confirmé leurs conclusions. Il y a en effet 3 candidats planétaires, avec des masses minimales allant de 5 à 11 fois la masse de notre planète. L'équipe croit également que la proximité de l'étoile, associée à l'orbite favorable de la planète la plus extérieure, pourrait faire de ce système une excellente cible pour de futures études. Espérons que des recherches supplémentaires ouvriront de nouvelles perspectives pour notre compréhension des systèmes planétaires et le potentiel de la vie en dehors de notre système solaire. Les scientifiques ont déjà découvert plus de 5000 exoplanètes, qui sont des planètes en dehors du système solaire, depuis que la première de ces planètes a été confirmée en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil en 1995. Pour trouver ces planètes lointaines, les astronomes utilisent de différents équipements, comme le télescope spatial Kepler de la NASA, lancé en 2009, dont la mission était de trouver autant de planètes semblables à la Terre que possible dans la galaxie de la Voie lactée. Mais ce n'est pas le seul instrument utilisé pour rechercher des exoplanètes. Quoi qu'il en soit, examinons maintenant les mondes les plus excitants et prometteurs parmi ceux-ci. Gliese 667cc se trouve à seulement 22 années-lumière de la Terre. Mais même si cela semble proche, c'est quand même à environ 206 trillions de kilomètres de nous. La planète elle-même est environ 3,8 fois plus massive que la Terre et complète une orbite autour de son étoile hôte en 28 jours. En d'autres termes, une année sur cette planète semblable à la Terre est 13 fois plus courte qu'une année sur notre planète. Heureusement, l'étoile est une naine rouge froide. Donc, l'exoplanète se trouve très probablement dans sa zone habitable. Mais il y a toujours une chance que ce monde soit régulièrement exposé aux éruptions en provenance de son étoile mère. Ce qui n'est pas cool à bien des égards. Kepler 22b est beaucoup plus éloigné que le monde précédent, à plus de 600 années-lumière de notre planète. C'était la toute première planète Kepler découverte dans la zone habitable de son étoile. Ce monde est plus grand que la Terre. Il fait environ 2,4 fois la taille de notre planète. Malheureusement, nous ne savons toujours pas si cette planète est rocheuse, liquide ou gazeuse. L'orbite de Kepler 22b est similaire à celle de la Terre. Il faut 290 jours à cette planète pour orbiter autour de son étoile de classe G, qui ressemble un peu à notre Soleil. Mais cette étoile est plus petite et plus froide que la nôtre. Une autre planète Kepler, cette fois, c'est Kepler 69c. Elle se trouve à une distance impressionnante de 2700 années-lumière de nous.
Ce monde est aussi presque 70% plus grand que la Terre. Les chercheurs ne savent rien de sa composition, mais ils ont découvert que la planète a besoin de 242 jours pour compléter une orbite. Cela rend sa position dans son système similaire à celle de Vénus dans notre système solaire. En même temps, ce monde pourrait être plus hospitalier que Vénus, puisque son étoile haute est un peu moins lumineuse. 80% de notre Soleil. Toit 733b est un monde récemment découvert. Il a été trouvé en 2023. Il se trouve là-bas, à 245 années-lumière de la Terre et nécessite seulement 4,9 jours terrestres pour compléter une orbite autour de son étoile. Mais la chose la plus impressionnante à propos de cette planète est qu'elle pourrait avoir un océan immense. Selon les scientifiques, la planète est probablement entièrement recouverte d'eau. Est-ce que cela signifie qu'il pourrait y avoir de la vie sur cette super-Terre? Le temps le dira. JJ1214b est située à 40 années-lumière de la Terre. Cette planète est une super-Terre, presque 3 fois plus grande en diamètre et 8 fois plus lourde que notre chez nous. Elle orbite autour de son étoile naine rouge plus vite que vous ne pouvez regarder en rafale votre série préférée, effectuant une boucle complète toutes les 38 heures. Mais ce n'est pas seulement la taille ou l'orbite de la planète qui sont incroyables. Il y fait très chaud, avec une température hallucinante de 450 degrés Fahrenheit. Mais le plus cool, c'est que cette planète est pratiquement noyée dans l'eau. Les températures brûlantes et les pressions extrêmement élevées sur JJ1214b créent des matériaux surprenants comme de la glace brûlante et de l'eau superfluide. La superfluidité est un phénomène qui se produit dans l'hélium liquide lorsqu'il est presque aussi froid que possible. Sur Terre, l'eau a complètement manqué l'occasion de devenir superfluide, car elle nécessite des températures extrêmement basses et des pressions hors normes pour réussir ce tour. Cependant, la superfluidité de l'eau n'a pas beaucoup d'utilité. Même si vous essayez, vous finirez simplement déshydraté. La super-Terre la plus proche de nous a été découverte en 2016, et elle s'appelle Proxima Centauri b. Elle est située à seulement 4 années-lumière de la Terre, et a une masse remarquablement similaire à celle de notre planète. Une année sur Proxima Centauri b est courte. Il ne faut que 11,2 jours à la planète pour faire un tour complet autour de son étoile centrale. Les scientifiques ont découvert ce monde après avoir remarqué que son étoile parente vacillait légèrement. Ils n'étaient pas sûrs de ce qui s'y passait exactement jusqu'à ce qu'ils réalisent que la gravité de Proxima Centauri b produisait probablement des tiraillements et des tractions qui causaient ces vacillements. Bien que l'exoplanète se déplace dans la zone habitable de son étoile, Proxima Centauri, elle est exposée à des radiations ultraviolettes extrêmes. Tout cela parce qu'elle est très proche de son étoile parente. De plus, aucun des télescopes actuellement en service et explorant les exoplanètes n'est suffisamment bien positionné pour capturer la lumière provenant de l'atmosphère de cette super-Terre. La plupart des éléments demeurent un mystère pour nous, même si nous parlons d'une planète qui est proche. Super-Terre, Toit 715b, orbite une naine rouge, une étoile plus petite et plus froide que notre Soleil. À l'heure actuelle, de telles étoiles restent les candidates premières pour trouver des planètes habitables en orbite autour d'elles. Ces mondes rocheux miniatures ont des orbites beaucoup plus proches que ceux qui tournent autour d'étoiles comme notre Soleil. Mais comme les naines rouges sont petites et froides, les planètes ne risquent rien en se rapprochant. Elles sont toujours en sécurité dans la zone habitable de l'étoile. Les experts disent que Toit 715b pourrait avoir eu autrefois une atmosphère plus épaisse que celle de Neptune. Et maintenant, la planète pourrait être dans un état de transition où elle perd son atmosphère. Pour confirmer ce soupçon, les scientifiques doivent effectuer davantage de recherches. Et ils pourraient finalement découvrir si cette planète est une planète terrestre et aqueuse. À ce jour, la seule vie dont nous soyons certains de l'existence, dans l'univers tout entier, se trouve sur la planète Terre. Que cette vie soit intelligente est, disons, discutable. Quoi qu'il en soit, il n'est pas surprenant que nous recherchions inlassablement la vie sur d'autres planètes. Jusqu'à présent, on en a découvert plus de 4000. Mais ce qui est plus impressionnant encore, c'est que la NASA a compilé une nouvelle liste de 24 planètes qui ne sont pas seulement semblables à la Terre, elles seraient meilleures que notre planète natale. Les conditions y sont si bonnes qu'elles seraient plus confortables que chez nous. Examinons quelques-unes d'entre elles. KOI 5715.01. Cette merveilleuse planète se trouve dans la constellation du Cygne. Et pourquoi est-elle si merveilleuse ? Eh bien, notre Soleil est une naine jaune. Or, même s'il n'est pas si mauvais pour entretenir la vie,
Certaines étoiles le font mieux. La planète KOI 5715.01 est en orbite près d'une naine orange. Les naines oranges sont des étoiles légèrement plus petites que notre Soleil, avec une luminosité un peu plus faible. Cela ne veut pas dire que nous allons vivre dans une obscurité totale. En fait, si la planète se trouve plus près du Soleil et qu'elle a une atmosphère plus épaisse, elle pourrait même être plus claire et plus colorée que la Terre. Notre Soleil a une espérance de vie très courte. Actuellement, il ne lui reste plus que 7 à 8 milliards d'années à vivre, soit un peu plus que l'âge de la Terre. Les naines oranges, quant à elles, peuvent vivre 45 à 70 milliards d'années. Donc, non seulement nous pourrons traîner plus longtemps sur cette planète, mais les planètes autour de ces étoiles ont plus de temps pour développer la vie. Dans l'idéal, il faudrait trouver une planète à côté d'une naine orange et âgée d'environ 7 milliards d'années. Il est très probable qu'il y ait au moins quelques organismes là-bas. KOI 5715.01 a environ 5,5 milliards d'années. Certes, elle ne semble peut-être pas assez mature, mais ce n'est pas si grave. Notre Terre est 1 milliard d'années plus jeune, et ça ne nous a pas arrêtés. La planète est assez proche de son étoile et se trouve dans une zone habitable. Une année là-bas dure 190 jours. Imagine que tu ailles encore à l'école primaire et que tu aies déjà ton permis de conduire. Elle est presque 2 fois plus grande que la Terre. La température y est de 11 degrés, ce qui est légèrement inférieur à la nôtre, 14 degrés. Mais il fait probablement plus chaud là-bas, car la forte gravité l'aide à conserver plus longtemps la chaleur dans son atmosphère. Le problème, c'est qu'elle est un peu loin, à 3000 années-lumière de la Terre précisément, ce qui fait environ 29 milliards de kilomètres. Donc, n'oublie pas ton pique-nique. Maintenant, la planète KOI 3010.01 se trouve à côté de l'étoile KOI 2010. Et elle semble être un monde bien agréable. La température moyenne sur cette planète est de 19 degrés. Elle est donc un peu plus chaude que la nôtre. Mais c'est une bonne chose. Les scientifiques pensent que sur une planète parfaite, la température devrait être d'environ 5 degrés plus chaude que sur Terre. Plus il y a de chaleur sur la planète, plus il est confortable d'y vivre. Et aussi, plus les chances de développer la vie sont élevées. Le rayon de cette planète est presque 1,5 fois plus grand que celui de la Terre. Il y a une certaine atmosphère, bien que nous ne soyons pas encore sûrs de sa composition, mais elle est probablement similaire à celle de la Terre. Les scientifiques pensent que nous y trouverons un océan et qu'il peut couvrir jusqu'à 60% de la surface. Or, dans un monde parfait, l'eau et la terre devraient être réparties de façon plus égale que sur notre planète. Un peu plus de terre signifie un peu plus de territoire et de ressources. Cette planète est en fait très similaire à la Terre. La ressemblance est si frappante que les scientifiques pensent que nous avons 84% de chances d'y trouver de la vie. Bien sûr, pas forcément une forme de vie intelligente, mais au moins quelques animaux. Génial, non? À quoi penses-tu qu'il pourrait ressembler? Une planète très semblable à la Terre, mais avec une gravité plus forte. Si un animal y vit, il est probablement trapu avec de petites pattes très puissantes, ce qui est à la fois adorable et effrayant. Mais nous ne pourrons pas découvrir la vérité de sitôt. Jusqu'à présent, pour nous, ces planètes sont des points microscopiques dans l'espace. Nous n'avons que quelques données ennuyeuses à leur sujet, et nous ne savons pas à quoi elles ressemblent. Nous devrons attendre de trouver un moyen de nous rapprocher de ces planètes. Kepler 186f est aussi l'une des candidates les plus sérieuses pour abriter la vie. Cette planète plutôt mignonne a été surnommée la cousine de la Terre, car elle lui ressemble fortement. Ces deux planètes sont en effet comme des sœurs, mais pas vraiment jumelles. Kepler 186f tourne autour d'une naine rouge. Les naines rouges sont des étoiles encore plus ternes et plus petites que les naines oranges. Elles vivent aussi très longtemps, mais leur luminosité est très faible. Cependant, Kepler 186f est plus proche de son étoile que nous ne le sommes de notre Soleil. Alors, il ne devrait pas faire trop sombre là-bas. En tout cas, pas une nuit perpétuelle. Le ciel de cette planète sera certainement d'une nuance de rouge inhabituelle, comme les couchers de soleil sur Terre. Qu'est-ce que tu en penses? Tu aimerais vivre sur une planète avec un coucher de soleil éternel? La taille de cette planète est à peu près la même que celle de la Terre. Pas mal, mais pas parfait. Pourquoi? Parce que les planètes les plus adéquates sont celles qui sont plus grandes que la Terre et qui ont une gravité plus forte. Tu te dis probablement, mais ne sera-t-il pas plus facile d'y marcher et encore plus difficile de sortir du lit le lundi matin? Certes. Mais d'un autre côté, cette planète attirera mieux l'atmosphère, qui sera plus épaisse et plus dense.
Cela signifie plus de protection contre les dangers de l'espace, plus d'oxygène et plus de chaleur. Sans oublier le fait que les plus grosses planètes offrent plus d'espace pour s'installer. Génial, non? Mais bien sûr, la taille de la Terre est aussi très bien adaptée. Un autre fait intéressant est que l'inclinaison de Kepler 186f est à peu près la même que la nôtre. Cela signifie qu'il devrait y avoir des saisons stables et un cycle jour-nuit normal. Sais-tu à quel point l'inclinaison de la planète est importante? Regardons Mars. Elle se trouve aussi dans la zone habitable de notre Soleil. Mais son inclinaison est très instable. Et par conséquent, tout l'océan qui aurait pu s'y trouver autrefois s'est maintenant complètement asséché. Aujourd'hui, ce n'est qu'un désert rouge et il n'y a pas de vie. Du moins, pas à notre connaissance. Mais tu vois à quel point ces petits détails sont importants? Cette planète est aussi très éloignée de nous, 490 années-lumière. Cela fait environ 5 milliards de kilomètres. Donc, là aussi, nous allons devoir attendre le voyage intergalactique. Kepler 62e et Kepler 62f étaient appelés les plus semblables à la Terre avant que nous ne découvrions Kepler 186f. Elles sont très comparables à notre planète. Kepler 62e est environ 1,5 fois plus grande que la Terre, et Kepler 62f est à peine plus petite que cela. Elles sont situées dans la constellation de la Lyre à environ 1200 années-lumière de nous. Elles sont toutes deux en orbite autour d'une naine rouge. Une année sur Kepler 62e dure environ 122 jours, encore moins que sur la première planète dont nous avons parlé. Les scientifiques pensent que 62e et 62f sont toutes deux des sortes de mondes d'eau, des endroits principalement, voire complètement, chauds et recouverts d'eau. S'il y a des terres là-bas, ce ne sont probablement que des îles. Un monde entièrement constitué d'îles. Un rêve pour certains et un cauchemar pour d'autres. Mais si tu es un fan des animaux marins anciens, imagine à quel point ils pourraient être gigantesques là-bas. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur cette planète. A-t-elle une surface? Quelle est sa composition? Sa densité? Un jour, nous pourrons peut-être répondre à ces questions. Voilà, c'est tout pour les super-terres. Bien sûr, la liste originale est bien plus longue, et tu peux aller la consulter sur Internet. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ce sont des planètes qui sont meilleures que la Terre. Mais nous connaissons aussi des milliers d'autres exoplanètes qui sont juste assez proches de la nôtre. Et il y a de fortes chances que quelques-unes d'entre elles abritent au moins une forme de vie. Mais elles se trouvent très très loin, alors nous n'avons aucun moyen de le vérifier pour le moment. Peut-être qu'un jour, nous trouverons des créatures sympas sur plusieurs d'entre elles. Tu regardes le ciel nocturne. Waouh! Pendant une grande partie de notre histoire, nous avons cherché la vie parmi ces étoiles et les planètes qui tournent autour. Mais l'espace a aussi des yeux, et il y a peut-être quelqu'un là-haut qui nous regarde. Les scientifiques affirment qu'au moins 29 planètes lointaines pourraient nous observer en ce moment même. Alors recoiffe-toi et affiche ton plus beau sourire. Jusqu'à présent, nous avons identifié dans la Voie lactée au moins 1715 systèmes d'étoiles voisines qui pourraient détecter notre planète avec des télescopes conventionnels. Ces étoiles sont situées dans notre galaxie, donc si elles pointaient leur télescope vers notre Soleil, tôt ou tard, elles verraient un petit point qui passe entre notre étoile natale et l'observateur. C'est ce qu'on appelle un transit. C'est une méthode de détection des planètes en astronomie. Tu peux d'ailleurs observer les phénomènes de transit directement chez toi avec un télescope. Tu dois le pointer vers le Soleil et attendre. Ensuite, tu verras Mercure. C'est la planète la plus proche du Soleil, et maintenant, tu la vois comme un petit point. Le processus de transit de Mercure peut durer environ 5 heures. Et ce phénomène se produit environ 14 fois par siècle. Tu pourras observer le prochain transit le 13 novembre 2032. Marque-le bien dans ton agenda. De même, tu peux observer Vénus, la deuxième planète la plus proche du Soleil. Mais comme elle est plus éloignée, ces transits sont moins fréquents. Les derniers ont eu lieu en 2004 et 2012. Les deux prochains sont attendus en 2117 et 2125. Nous ne serons probablement plus là. Ces systèmes stellaires ont donc la possibilité d'observer notre planète. Mais les télescopes à longue portée fonctionnent un peu différemment. En fait, l'observateur ne verra pas un point noir avec le Soleil en arrière-plan. Le télescope mesurera la luminosité de notre étoile.
Lorsque la Terre commencera son transit entre le Soleil et l'observateur, le télescope enregistrera une légère baisse de la luminosité de l'étoile, car notre planète bloquera la trajectoire des rayons du Soleil. Les scientifiques de ces civilisations extraterrestres lointaines pourront calculer cette baisse de luminosité et déterminer la taille de notre planète. Mais les plus de 1700 systèmes stellaires ne sont pas tous susceptibles d'abriter une vie extraterrestre. Les scientifiques ont réduit ce nombre à 29 planètes situées près de certaines de ces étoiles. Elles sont potentiellement habitables. Cela signifie que ces planètes ont à peu près la taille de la Terre et se trouvent dans la zone habitable de leur étoile hôte. Cela signifie qu'elles ne sont pas trop proches de l'étoile, donc il n'y fait pas trop chaud pour une vie potentielle. L'eau ne s'y évapore pas comme dans une marmite bouillante. Elles ne sont pas non plus trop éloignées, donc il ne fait pas trop froid, et l'eau ne gèle pas en d'épaisses couches de glace. Et comme l'eau est la source de la vie, nous pouvons supposer que la civilisation pourrait y exister. En théorie, ces planètes ont pu observer des transits de la Terre au cours des 5000 dernières années. Donc pendant que nous construisions les pyramides de Gizeh ou Stonehenge, une civilisation extraterrestre nous observait peut-être. L'une de ces planètes se trouve à seulement 11 années-lumière de nous. Près de l'étoile Ross 128, une naine rouge dans la constellation de la Vierge, se trouve une exoplanète qui fait environ 2 fois la taille de la Terre et qui se trouve en plein dans la zone habitable de son étoile hôte. En théorie, les habitants de cette planète pourraient voir la Terre transiter régulièrement devant le Soleil pendant 2000 ans. Mais il y a environ 900 ans, la planète a perdu sa position et ne peut plus continuer à observer. L'autre planète depuis laquelle on peut voir la Terre transiter se trouve à 12,5 années-lumière, près de l'étoile appelée Teegarden. La fenêtre pour observer notre planète s'ouvrira là-bas dans environ 29 ans. Nous misons beaucoup sur le système stellaire TRAPPIST-1. Il abrite au moins 7 exoplanètes, presque comme notre propre système solaire. Et 4 d'entre elles se trouvent dans la zone habitable de l'étoile. Mais elles ne pourront commencer à observer la Terre que dans 16 siècles. Mais nous pouvons d'ores et déjà essayer d'entrer en contact avec ces planètes. Elles sont toutes assez proches de nous pour capter nos signaux radio. Les ondes radio peuvent voyager dans l'espace à la vitesse de la lumière. Et notre planète émet des signaux radio de façon continue depuis 1895. Nous sommes donc un peu comme des voisins bruyants dans le spectre radio. S'il y a quelque part une planète avec une civilisation intelligente à moins de 125 années-lumière de nous, notre bruit radio les aurait déjà atteints. Le seul problème est qu'il faudrait à peu près le même temps pour obtenir une réponse de cette civilisation. L'autre problème de la radio est que toute civilisation l'utilise pendant une période relativement courte. Même aujourd'hui, sur Terre, nous utilisons davantage le Bluetooth et la fibre optique que la radio, sauf peut-être pour les bulletins de circulation. Et avec le temps, tout le bruit radio que nous créons disparaîtra tout simplement. De plus, la communication radio suppose qu'une civilisation extraterrestre soit suffisamment avancée pour utiliser cette technologie. Mais qui sait, il y a peut-être des formes de vie dans l'espace qui sont vraiment différentes des nôtres. Nos signaux radio auraient déjà pu atteindre cette planète, mais ses habitants ne sont tout simplement pas capables de les recevoir. Et dès que ces formes de vie construiront des antennes pour recevoir le signal, nous ne les émettrons plus. Mais nous ne perdons pas espoir, et nous envoyons même des signaux radio cryptés dans l'espace pour communiquer avec des civilisations extraterrestres. En 1974, nous avons envoyé le message d'Arecibo dans l'espace interstellaire. Si une civilisation parvient à le déchiffrer, elle obtiendra un rectangle comme celui-ci. Il contient toutes les informations sur l'humanité. En haut, il y a notre système de numérotation, puis les numéros atomiques, et puis notre ADN, qui est illustré ci-dessous. Puis l'être humain lui-même, bien sûr. En dessous se trouve un diagramme de notre système solaire. La Terre, la 3e planète, en partant du Soleil, est légèrement surélevée. C'est ainsi que la civilisation extraterrestre comprendra de quelle planète provient ce message. Ci-dessous se trouve un diagramme du radiotélescope d'Arecibo lui-même. Une autre option pour transmettre un message à une planète lointaine est d'y envoyer littéralement un courrier. Il pourrait s'agir d'une sonde spatiale, et nous l'avons déjà fait. Il s'agit de Voyager 1 et Voyager 2. Elles ont été lancées en 1977 et sont toujours opérationnelles. En 2012, Voyager 1 est devenu le tout premier objet fabriqué par l'homme dans l'espace interstellaire. Il voyage vers des étoiles lointaines et transporte un message écrit sur un disque d'or.
Le disque contient des salutations dans 55 langues de la Terre, beaucoup de musique provenant de différentes parties de notre planète, des sons différents comme le bruit de l'océan, des voix humaines et des sons d'animaux. De plus, il y a 116 images sur le disque, comprenant des photos de personnes et de paysages terrestres. Sur ces images, il y a des informations sur le Soleil et notre ADN. Le boîtier du disque contient des instructions et une aiguille pour lire le disque. Il y a aussi une carte des pulsars de notre galaxie pour que les astronomes d'une civilisation extraterrestre puissent trouver notre système solaire. Le principal inconvénient d'envoyer un message de cette façon est le temps. Voyager 1 atteindra son premier arrêt, l'étoile Gliese 445, dans 40 000 ans. Voyager 2 atteindra l'étoile Ross 248 dans 42 000 ans. Et dans environ 296 000 ans, il dépassera Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. De plus, une civilisation extraterrestre peut nous détecter avec des calculs et des formules. Il suffit d'observer un peu le Soleil. Dans les systèmes stellaires avec des planètes, l'étoile haute ne reste pas immobile, elle tourne autour d'une petite orbite. C'est parce que l'étoile lourde attire la planète. Mais la planète a aussi sa propre gravité et résiste. Cela déplace un peu l'étoile et la fait tourner sur son orbite. Une civilisation extraterrestre peut calculer ce déplacement du Soleil et déterminer la masse des planètes proches de l'étoile. En utilisant une telle méthode, les astronomes ont pu trouver 548 exoplanètes. Supposons que nous ayons établi un contact avec une civilisation extraterrestre près de l'étoile la plus proche, Proxima Centauri. Il y a bien une exoplanète là-bas, mais les radiations de l'étoile haute détruiraient toute forme de vie. Mais imaginons que nous recevions quand même un signal de retour. Ce serait la conversation la plus lente de l'histoire, car notre message mettrait 4,2 années pour atteindre la planète, et nous devrions attendre encore 4,2 années pour recevoir une réponse. Bref, nous avons résolu de nous rencontrer. Cette civilisation ne sait pas comment voler dans l'espace. Nous devons donc faire le premier pas. Bien que Proxima Centauri soit l'étoile la plus proche du système solaire, il faut environ 73 000 ans pour y aller avec une fusée conventionnelle. Nous devons donc apprendre à voyager à la vitesse de la lumière, mais même dans ce cas, il faudrait encore 4,2 années pour y aller. Imaginons que nous trouvions une vie extraterrestre de l'autre côté de la Voie lactée. Notre galaxie fait 100 000 années-lumière de diamètre. Le voyage d'un bord à l'autre prendrait donc 100 millénaires. Nous devons donc soit tricher avec les lois de la physique, soit transférer toute la civilisation humaine dans un vaisseau spatial géant qui voyagera d'étoile en étoile pendant des milliers d'années. Et lorsqu'il décollera de la Terre, seuls les lointains descendants du premier équipage pourront voir un autre système stellaire depuis le hublot du vaisseau spatial. Présente depuis plus de 3 milliards d'années, une partie de la croûte terrestre la plus ancienne se désintègre aujourd'hui. Si les continents semblent actuellement immobiles, ils ont connu d'importants déplacements et réagencements au fil du temps. Ce phénomène est rendu possible par l'activité tectonique, qui provoque le lent glissement des plaques terrestres, à l'image des pièces d'un vaste puzzle en mouvement. Les parties les plus stables de ces pièces de puzzle sont désignées sous le nom de cratons. Ces formations rocheuses, à la fois très anciennes et extrêmement résistantes, constituent les racines des continents et assurent leur cohésion. Le craton nord-américain, par exemple, englobe une grande partie des États-Unis, environ la moitié du Canada, ainsi que la majorité du Groenland. Les scientifiques ont identifié près de 35 cratons majeurs à travers le monde. Grâce à leur robustesse, ces structures sont restées pratiquement immuables durant des centaines de millions d'années. Toutefois, en 2014, il a été découvert que leur caractère prétendument indestructible n'était pas absolu. Certains cratons ont perdu une partie de leurs racines solides sous l'effet de processus géologiques spécifiques, entraînant un amincissement et une fragilisation de leur structure. Ces observations suggèrent que des modifications tectoniques supplémentaires pourraient compromettre leur stabilité. En 2024, des scientifiques de l'Université des géosciences de Chine ont analysé une ancienne masse terrestre appelée le craton de Chine du Nord, ou NCC en abrégé. Ils voulaient en savoir plus sur la façon dont certaines des régions rocheuses les plus anciennes sur Terre pouvaient se disloquer. Ce processus de désintégration des cratons est appelé décratonisation.
Le NCC suscite un intérêt particulier, car il se compose de 3 principales subdivisions. Le bloc occidental, le bloc oriental et l'orogène Transnord-Chine. Une zone intermédiaire située entre ces 2 blocs. Les études ont révélé que, durant l'ère mésozoïque, le bloc oriental a perdu ses racines anciennes sous l'effet d'intenses mouvements tectoniques et magmatiques, connus sous le nom d'événements tectono-magmatiques. Les scientifiques ont cherché à comprendre précisément comment les processus au sein du manteau terrestre et les mouvements des plaques tectoniques ont conduit à la désintégration du NCC. Ils ont élaboré des modèles en 4 dimensions pour illustrer l'évolution de sa forme au fil du temps, incluant les changements de sa surface, l'étirement de ses couches, ainsi que la propagation des ondes sismiques en son sein. Ils ont constaté qu'une partie de la plaque tectonique s'était enfoncée sous le craton avant de reculer. Ce mouvement de retour accompagné d'un étirement a entraîné un amincissement de la roche solide, la rendant instable. Ce processus aurait débuté il y a environ 200 millions d'années, durant la période jurassique, à l'époque où les dinosaures régnaient sur la planète. Le craton de Chine du Nord n'est pas la seule région concernée par le phénomène de décratonisation. D'autres cratons, tels que ceux d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud ou encore de la région du Yangtze en Chine, pourraient avoir connu des évolutions similaires. Les chercheurs estiment que cela illustre les transformations progressives des continents terrestres sur des milliards d'années. En géologie, aucun lieu ne semble complètement à l'abri de tels bouleversements, mais cela ne constitue pas une raison de s'inquiéter. Vous ne le remarquez pas, mais notre planète est en mouvement constant. Un phénomène parfaitement naturel. Toutefois, ces déplacements peuvent parfois entraîner des transformations spectaculaires. En 2017, les scientifiques ont officiellement annoncé que la Zélandia pouvait être considérée comme un nouveau continent. Les plateaux continentaux de ce mystérieux territoire reposent à une profondeur d'environ 1000 mètres sous le niveau de la mer. La croûte océanique plonge encore plus profondément, atteignant les 3000 mètres. Les géologues ont exploré ces profondeurs pour récupérer des échantillons du plancher océanique. Ils ont découvert qu'à la différence de la croûte océanique voisine, composée de roches basaltiques récentes, la croûte entourant la Nouvelle-Zélande est constituée d'un mélange de granit ancien, de calcaire et de grès, caractéristique d'une croûte continentale. De plus, les chercheurs ont découvert une étroite bande de croûte océanique qui sépare l'Australie du territoire dissimulé de Zélandia. Cela prouve que ces 2 régions constituent des continents distincts. Il y a 85 millions d'années, la Zélandia s'est séparée du supercontinent Gondwana. Des millions d'années plus tard, la puissante plaque pacifique, véritable championne des plaques tectoniques, a plongé sous la croûte continentale de Zélandia. C'est ainsi que la racine de la Zélandia, cette connexion à sa croûte continentale, s'est rompue et s'est enfoncée dans les profondeurs marines. Et ce n'est pas la seule nouvelle tectonique provenant de cette région du monde. Il y a 120 millions d'années, l'Australie et l'Antarctique constituaient un seul et même morceau de terre. Après avoir emprunté des trajectoires différentes, l'Antarctique n'est pas parti sans rien emmener. Aujourd'hui, dans l'océan Indien, se trouve un plateau océanique qui, autrefois, était relié à un autre continent perdu, le microcontinent de Kerguelen. Les scientifiques estiment qu'il servait de pont terrestre entre l'Inde et l'Antarctique. Pour mieux comprendre, il suffit d'observer l'archipel des Kerguelen, situé dans l'océan Indien méridional. Ces îles sont le dernier vestige de cet ancien continent. Elles présentent un climat froid et sont couvertes de glaciers en raison de leur proximité avec l'Antarctique. Cependant, par le passé, le climat y était plus tempéré, avec des précipitations abondantes. La faune et la flore y étaient sans doute similaires à celles que l'on trouve actuellement dans les régions tropicales. Un autre continent perdu, quant à lui, ne se cache pas sous les flots, mais sous l'Europe elle-même. Il porte le nom de Grand Adria et entra en collision avec le continent européen avant de commencer à s'enfoncer sous celui-ci, il y a environ 100 millions d'années. Actuellement, il se trouve sous l'Italie, la Grèce et les Balkans. Sa taille et même sa forme rappellent celle du Groenland, la plus vaste île au monde. Le Grand Adria n'est plus visible aujourd'hui, mais il a laissé de nombreuses traces. Certaines de ses parties ont été intégrées dans les Alpes. D'autres fragments se retrouvent dans l'Italie et la Croatie actuelle, de l'autre côté de la mer Adriatique. Les roches calcaires provenant de cet ancien continent ont commencé à se transformer une fois enfouies sous la masse terrestre européenne. La chaleur intense et la pression exercée durant des dizaines de millions d'années ont altéré leur structure. C'est ainsi que le calcaire a disparu au profit du marbre. Le Grand Adria n'était pas une terre solide comme le continent que nous connaissons aujourd'hui.
mais plutôt une immense plateforme sous-marine peu profonde. Au fil du temps, le sable, la boue et diverses matières se sont accumulées sur cette plateforme pour progressivement se transformer en roche. Le Grand Adria pourrait avoir ressemblé à la Zélandia ou aux Keys de Floride, une chaîne d'îles située dans une mer peu profonde. Au-dessus de l'eau, il y avait probablement de nombreux îlots et archipels, tandis que sous les vagues, des récifs coralliens multicolores regorgèrent de vie. Si vous y aviez vécu à cette époque et disposiez d'un équipement de plongée, cet endroit aurait offert un cadre idéal pour l'exploration sous-marine. Avec tous les bouleversements liés au craton, qui sait, nous pourrions assister à l'émergence d'un nouveau continent dans l'avenir. L'étude approfondie de la croûte terrestre pourrait bouleverser notre compréhension de l'histoire de la planète. À Copenhague, des scientifiques ont fait une découverte fascinante concernant l'origine réelle de la Scandinavie. Et cela ne se situe pas là où l'on pensait. Après avoir analysé du sable et des roches provenant de régions isolées de la Finlande, ils ont conclu que les racines de la Scandinavie provenaient en fait du Groenland, il y a plus de 3,750 milliards d'années. Cela signifie que la région actuelle des pays nordiques, Danemark, Suède, Norvège et Finlande, est en réalité âgée de 250 millions d'années de plus que ce que les scientifiques imaginaient précédemment. Cette découverte a été rendue possible grâce à de minuscules cristaux appelés zircons, découverts dans les sables des rivières finlandaises. En étudiant leur composition chimique, les chercheurs ont constaté que l'âge des cristaux correspondait à celui des roches du Groenland et non de la Scandinavie. Les scientifiques ont utilisé des techniques spécifiques pour analyser des éléments tels que l'uranium, le plomb, le lutécium et l'hafnium, et ont ainsi déterminé que la base rocheuse de la Scandinavie s'était probablement détachée du Groenland il y a plusieurs milliards d'années. Une petite graine de terre aurait alors dérivé à travers la surface terrestre pendant des centaines de millions d'années. Ce fragment se serait finalement installé là où se trouve aujourd'hui la Finlande. Au fil du temps, de nouvelles couches rocheuses se sont formées autour de cette graine, donnant naissance à la Scandinavie que nous connaissons sur les cartes actuelles. Cette même étude pourrait nous inciter à revoir la manière dont les continents de la Terre se sont initialement formés. La théorie la plus répandue suggère que la croûte continentale a commencé à se développer dès la formation de la planète, il y a environ 4,6 milliards d'années. Toutefois, de récentes recherches montrent que la croissance des continents n'a commencé qu'1 milliard d'années plus tard. Selon les scientifiques, les continents terrestres auraient-ils peut-être vu le jour à partir de petites graines de croûte anciennes réparties en divers endroits de la planète. Ces graines se sont développées au fil du temps, formant les masses terrestres actuelles. Elles ne se retrouvent pas uniquement en Scandinavie, mais aussi en Australie, en Afrique du Sud et en Inde. Toutefois, les chercheurs ne savent pas si toutes ces graines proviennent du même endroit, ou si elles se sont développées indépendamment dans différentes régions. Il reste donc beaucoup à découvrir, et il est essentiel que les scientifiques poursuivent leur investigation pour déterminer si toutes ces graines anciennes sont connectées. On ne se rend pas forcément compte à quel point le nom d'Uranus peut être tordant pour un anglophone. Et oui, pour eux, c'est la planète Uranus. Pourtant, les choses auraient pu suivre un autre cours. À l'origine, Uranus devait porter le nom noble et imposant de George en hommage au roi George III, conformément aux souhaits des astronomes. Mais ils ont finalement renoncé à cette idée, et aujourd'hui, Uranus est souvent la cible de moqueries. Si vous calculez le coût total d'une mission spatiale et que vous le rapportez au poids de sa cargaison, vous obtiendrez des chiffres vertigineux. En 2016, d'après les experts, il fallait compter 10 000 $ pour expédier une livre de matériel dans l'espace. Mais désormais, les coûts se sont envolés. Le fret des vaisseaux Cygnus dépasse les 43 000 $ par livre, tandis que les nouvelles capsules de SpaceX affichent un tarif avoisinant les 27 000 $. Vous trouvez excessif de payer 5 $ pour une bouteille d'eau à l'aéroport. Imaginez alors qu'une bouteille d'eau dans l'espace coûterait entre 9 000 et 43 000 $, et cela uniquement pour sa livraison. En ce qui concerne l'eau dans l'espace, elle était autrefois considérée comme une ressource extrêmement rare. Cependant, la réalité est tout autre. De la glace d'eau se trouve un peu partout dans notre système solaire. Il n'est donc pas nécessaire de payer des sommes astronomiques pour une bouteille à 43 000 $. Cette glace se cache dans les comètes, les astéroïdes, et même dans des cratères peu visibles sur Mercure et la Lune. Il reste toutefois incertain que ces réserves soient suffisantes pour soutenir des colonies humaines.
Mars, par exemple, recèle de la glace à ses pôles, dissimulée sous la poussière et le givre en surface. De plus petits corps célestes, tels qu'Encelade, la lune de Saturne ou la planète naine Cérès, renferment également de la glace. Les chercheurs de la NASA estiment même qu'il pourrait exister une forme de vie sur Europe, la lune de Jupiter, car sa croûte glacée pourrait bien cacher de l'eau liquide. Bien qu'Europe soit beaucoup plus petite que la Terre, elle pourrait abriter un océan suffisamment vaste pour contenir 2 fois plus d'eau que l'ensemble des océans terrestres réunis. En 2009, des chercheurs étudiant un vaste nuage de gaz et de poussière au cœur de notre galaxie ont fait une découverte des plus surprenantes. Ils ont identifié la présence de formiate d'éthyle dans ce nuage. Cette molécule chimique est à l'origine de la saveur agréable des framboises et dégage un parfum qui rappelle celui du rhum. Par ailleurs, une région voisine regorge d'éthanol, la même substance que l'on retrouve dans les boissons alcoolisées. En fait, il y aurait dans cette région suffisamment d'alcool pour offrir à chaque habitant de la Terre 300 000 pintes de bière quotidienne, et ce, pour le prochain milliard d'années. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il existe bel et bien un trou noir sur Terre. En effet, la création d'un trou noir en laboratoire s'est avérée une démarche incontournable. L'observation des trous noirs dans l'espace réel étant encore hors de portée, il n'a été possible de les étudier qu'en les recréant artificiellement dans des environnements contrôlés. Un groupe de scientifiques néerlandais a entrepris d'explorer la mystérieuse théorie du rayonnement de Hawking, développée par le célèbre physicien du même nom. En utilisant des atomes pour simuler un horizon des événements, ils ont manipulé des électrons, ce qui a entraîné une hausse de température évoquant un espace-temps plat. Alors que les particules traversaient des fluctuations quantiques, un anneau de rayonnement infrarouge s'est formé autour du trou noir créé en laboratoire, confirmant ainsi en partie les prédictions de Hawking. Cela peut paraître incroyable, mais il est tout à fait possible d'être allergique à la Lune. Pour résumer, lors de la dernière mission Apollo, les astronautes ont ramené un nombre record d'échantillons de roches. De plus, pour la première fois, un scientifique de métier, le géologue Jack Schmitt, faisait partie de l'équipe. Grâce à ces prélèvements, les chercheurs ont pu approfondir leurs connaissances sur le champ magnétique de la Lune et son passé volcanique. Durant l'expédition, il est apparu que Jack Schmitt souffrait d'une allergie à la poussière lunaire. Cette poudre fine et abrasive s'agrippait à son équipement et à sa peau, provoquant une irritation de ses sinus, de son nez, de ses yeux et de sa gorge pendant plusieurs heures après le retrait de son casque. Les étoiles à neutrons sont d'une densité prodigieuse, se résumant essentiellement à un amas de neutrons comprimés dans un espace extrêmement restreint. Si vous pouviez en prélever une cuillère à café, cette matière pèserait davantage que l'ensemble de la population mondiale réunie. Pour égaler la densité d'une étoile à neutrons, il nous faudrait tous nous comprimer dans un espace aussi minuscule qu'un morceau de sucre. Non merci. Lorsqu'il est question de l'espace, nous avons souvent tendance à croire que la Terre et la Lune sont très proches. Pourtant, en réalité, il serait possible d'intercaler l'ensemble des autres planètes de notre système solaire entre elles. La distance moyenne qui les sépare est d'environ 384 000 km. Même en additionnant les diamètres des 7 planètes, il resterait encore un peu d'espace libre, soit environ 8000 km. En 2011, des scientifiques ont réalisé une découverte révolutionnaire en identifiant un immense réservoir d'eau dans l'espace. Ce volume d'eau, équivalent à 140 000 milliards de fois celui de tous les océans terrestres, suffirait à fournir à chaque personne sur Terre l'équivalent de l'eau contenue sur une planète, multiplié par 20 000. Ce réservoir a été localisé à proximité d'un trou noir massif, connu sous le nom de quasar, qui attirait de la matière tout en émettant de l'énergie. Cette eau s'est formée par des ondes énergétiques ayant provoqué la collision entre des atomes d'hydrogène et d'oxygène et se trouve à environ 12 milliards d'années-lumière de nous. Lorsque le rover Curiosity a immortalisé son premier coucher de soleil sur Mars en 2015, l'excitation des scientifiques était palpable. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les couchers de soleil sur la planète rouge ne sont pas teintés de rouge, mais d'un bleu saisissant. Selon la NASA, cette couleur résulte de la manière dont la poussière martienne agit comme un filtre naturel, permettant à la lumière bleue de traverser tout en bloquant les tons plus chauds, tels que le jaune, l'orange et le rouge. Vénus tourne beaucoup plus lentement que la Terre. Il lui faut 243 jours pour effectuer une rotation complète sur elle-même, et sa rotation s'effectue dans le sens inverse de celle de notre planète. Malgré cette lenteur, Vénus boucle son orbite autour du Soleil en seulement 225 jours, en raison de sa proximité avec celui-ci.
Ainsi, aussi surprenant que cela puisse paraître, une année sur Vénus est en réalité plus courte qu'un jour. Il est facile de croire que le ciel nocturne devrait être entièrement constellé d'étoiles sans aucune zone d'obscurité. Cette idée est connue sous le nom de paradoxe d'Olbers, en hommage à l'astronome allemand Heinrich Wilhelm Olbers. Ce dernier pensait que si l'univers était infini, immuable et éternel, nous devrions effectivement apercevoir des étoiles dans toutes les directions où notre regard se pose. Cependant, il s'avère que l'univers n'est ni infini, ni immuable, ni intemporel. C'est Edwin Hubble qui a découvert que l'univers était en pleine expansion et le rayonnement fossile du Big Bang nous révèle que l'univers a environ 13,8 milliards d'années. Imaginez un instant toutes les bougies d'anniversaire. La raison pour laquelle nous ne voyons pas d'étoiles dans toutes les directions est simple. Certaines d'entre elles sont trop éloignées ou n'ont pas existé assez longtemps pour que leur lumière nous parvienne. Pendant la mission lunaire Apollo 16, Ken Mattingly, le pilote du module de commande, a eu une petite frayeur lorsqu'il s'est aperçu que son alliance avait disparu. L'équipage a cherché désespérément dans tout le vaisseau spatial, sans succès. Ce n'est que le 9e jour, alors que Mattingly effectuait une sortie extravéhiculaire, que la bague a été aperçue flottant près de l'écoutille. Charles Duke a tenté de la rattraper, mais l'a manquée. Par chance, elle a rebondi sur le casque de Mattingly et est tombée dans les mains de Duke. Bien que cette anecdote se soit bien terminée, il reste de nombreux objets abandonnés là-haut, y compris une brosse à dents qui flotte quelque part. Mercure, déjà la plus petite planète de notre système solaire, sans compter Pluton bien entendu, est également la deuxième plus dense après la Terre. Fait surprenant, elle rétrécit et devient encore plus dense. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que la Terre était la seule planète présentant une activité tectonique. Mais tout a changé avec le passage de la sonde Messenger près de Mercure, qui nous a offert un relevé détaillé de la planète. En 2016, Messenger a découvert des formations en forme de falaise, appelées escarpements de failles. Comme elles sont encore relativement petites, les scientifiques estiment qu'elles sont récentes, ce qui suggère que Mercure continuerait de se contracter, 4 milliards et demi d'années après la naissance du système solaire. Il y a une dizaine d'années, l'astronaute italien Luca Parmitano a frôlé la noyade lors d'une sortie dans l'espace, à cause d'une fuite d'eau non résolue. Personne ne comprenait comment l'eau avait pu pénétrer dans son casque. La NASA a mené une enquête qui a duré plusieurs mois, sans parvenir à identifier la cause exacte de cette infiltration. Imaginez une minuscule particule, comme un proton, filant vers votre main à 99,99% de la vitesse de la lumière. Sentiriez-vous quoi que ce soit quand elle vous frappe? La nuit du 15 octobre 1991. Une particule mystérieuse a traversé l'espace avec l'énergie d'étoiles entières concentrée en de minuscules atomes. Cette énergie représentait 40 millions de fois l'énergie des protons les plus puissants jamais développés dans nos accélérateurs de particules les plus avancés, comme le grand collisionneur de Hadron. Et de plus, elle était prodigieusement rapide. Sa trace lumineuse dépassait même la limite ordinaire de vitesse des particules. Selon certains scientifiques, toute particule allant aussi vite devrait forcément ralentir. Mais celle-ci ne se souciait pas des règles. Elle a continué de filer juste un tout petit peu plus lentement que la vitesse de la lumière. Le scientifique John Linsley était si choqué qu'il s'est exclamé « Oh my God !» en examinant ces données pour la première fois. Et c'est ainsi qu'on a baptisé cet objet, la particule « Oh my God !» Maintenant, imaginez une particule ordinaire, comme un photon, qui se déplacerait dans l'espace à côté de ce bolide. Eh bien, la particule OMG recèle une énergie qui est 100 trillions de fois plus grande que celle des photons. De notre point de vue terrestre, il faudrait plus de 215 000 ans aux photons pour prendre la moindre avance. Si nous examinons son énergie, ce serait comme une balle de baseball lancée à près de 100 km/h, ce qui ferait assez mal si vous l'attrapiez à main nue. Mais étonnamment, si la particule OMG vous frappait, vous ne ressentiriez rien. Elle passerait simplement à travers votre main. Elle pourrait disperser quelques autres particules autour, mais l'impact serait imperceptible dans l'ensemble. Et tout cela est dû à la nature des rayons cosmiques. Lorsque vous êtes dans l'espace, des tas de particules invisibles se précipitent autour de vous à des vitesses incroyablement élevées. Elles s'apparentent à de petites boules surchargées d'énergie. Ces particules rapides sont ce que l'on appelle des rayons cosmiques. Nous observons généralement les conséquences de leur danse atmosphérique au niveau de la mer. La plupart de ces rayons cosmiques sont composés de protons isolés
avec juste une touche de particules plus lourdes. Plus la concentration d'énergie est élevée, plus rare est le rayon. Ils proviennent de divers endroits de l'univers et se déclinent en deux saveurs. Les rayons cosmiques galactiques provenant de l'extérieur de notre système solaire et les particules d'énergie solaire émises par notre astre. Nous sommes principalement protégés contre ceux-ci par la bulle magnétique de notre Terre, la magnétosphère. Ce bouclier protecteur dévie de nombreuses particules chargées, y compris les rayons cosmiques, loin de notre planète, ou les redirige vers les régions polaires. Et devinez ce qu'ils causent là-bas, c'est exact. Les célèbres aurores boréales et australes. Ce phénomène lumineux que l'on observe souvent dans les régions arctiques et antarctiques est causé par des voyageurs de l'espace extra-atmosphérique. Mais ce n'est pas comme si aucun n'atteignait jamais notre planète. À vrai dire, nous sommes entourés de rayons cosmiques, de partout. Des milliers de ces rayons virevoltent autour de nous à chaque instant. Et ils ne font pas que nous entourer. Ils nous frappent et traversent nos corps. Toutefois, nous ne ressentons rien malgré tout cela. C'est parce que, quoi qu'ils soient très chargés en énergie, ils demeurent infiniment petits et leur masse est infime. En fait, ils sont si minuscules qu'ils passent souvent à travers l'espace qui existe entre les atomes, et même à l'intérieur des atomes eux-mêmes, avec une interaction minimale. Pour toutes ces raisons, nous avons ignoré leur existence jusque dans les années 1910. Il y a longtemps, des scientifiques ont découvert que l'air en altitude présentait un phénomène particulier appelé ionisation. L'ionisation est lorsque les atomes ou les molécules gagnent ou perdent leurs charges électriques, se transformant en ions. En termes plus simples, c'est comme donner une charge positive ou négative à une chose neutre, un atome ou une molécule. Ces particules chargées peuvent alors se comporter de façon très intéressante. Par exemple, elles jouent un rôle dans le courant électrique et permettent à des choses comme les lampes et les appareils électroniques de fonctionner. Dans tous les cas, les scientifiques voulaient en savoir d'où venait cette dernière. On a d'abord pensé qu'elle provenait d'éléments radioactifs dans le sol. Mais par la suite, au début du XXe siècle, quelques scientifiques sont montés en ballon et ont découvert que cette ionisation augmentait à mesure que l'on gagnait en altitude. Il s'avère qu'une chose provenant de l'espace lointain, et non du Soleil, provoquait cette ionisation. Les scientifiques ont appris pas mal de choses au sujet de ces rayons au fil des ans, comme leur provenance et ce qui les constitue. Et c'est ainsi que les rayons cosmiques ont été identifiés. La mystérieuse particule OMG dont nous avons parlé plus tôt faisait partie de ces rayons cosmiques. Cette particule a été repérée en 1991 par le détecteur de rayons cosmiques à œil de mouche qui se trouve en Utah. Et à ce jour, elle détient le record du rayon cosmique à la plus haute énergie jamais enregistrée. Bien entendu, cela a éveillé la curiosité des scientifiques. Ils voulaient découvrir d'où venait cette particule surchargée et comment elle avait obtenu cette incroyable vélocité. On a donc décidé de l'étudier. Et plus on l'étudiait, plus on découvrait de choses étranges. Par exemple, on a découvert que le temps lui-même s'étirait autour de cette particule en raison de sa vitesse insensée. La théorie de la relativité restreinte, que l'on doit à Albert Einstein, dit qu'à mesure que vous accélérez, des choses étranges se produisent. Et lorsque vous vous approchez de cette limite proche de la vitesse de la lumière, le temps commence à vous jouer des tours. Par exemple, si la particule OMG a entamé son voyage à partir d'un point situé à 1,5 milliard d'années-lumière, pour la particule, il semblerait que seulement 2 jours environ se soient écoulés quand elle nous a atteints sur Terre. Depuis que les scientifiques ont découvert cette incroyable particule Oh my God, ils ont détecté des centaines d'événements à très haute énergie similaires qui se produisaient dans l'espace. Mais il est extrêmement difficile de comprendre pourquoi ils se déplacent de telle façon. Toutes les théories ont leurs propres failles. Parmi les suspects se trouvent les supernovae, des explosions d'étoiles massives, débordant de champs magnétiques et d'énergie. Il semblerait néanmoins que même leur incroyable énergie ne soit pas suffisante pour créer une particule OMG. Une autre suspecte était Centaurus A, une galaxie active assez proche. Mais cette théorie est difficile à prouver, parce que le champ magnétique de la Voie lactée altère la trajectoire des rayons cosmiques. Bien sûr, il existe quelques autres possibilités aussi délirantes qu'exotiques, comme les défauts topologiques du Big Bang ou de mystérieuses interactions au sein de la matière noire. Les chercheurs explorent également des idées encore plus audacieuses. Qui sait, peut-être est-ce vraiment un bouleversement des lois de la physique.
L'astrophysique des hautes énergies est également très utile pour étudier et comprendre les rayons cosmiques. C'est un domaine d'étude qui explore des éléments hautement énergétiques de l'espace, comme les événements cosmiques extrêmes. Les scientifiques cherchent à comprendre comment les rayons cosmiques sont liés aux événements qui se produisent de là-bas. Hélas, même après presque 30 ans de travaux, la véritable origine des particules OMG demeure un mystère. Mais heureusement, des études récentes pourraient nous apporter quelques éléments de réponse. Dans les vastes déserts de l'Utah, se trouve un véritable réseau de télescopes qui recherchent des particules rapides appelées rayonnements cosmiques à ultra haute énergie. Imaginez un immense système de détecteurs disséminés à travers le désert et surveillant les particules en permanence. Et voici ce qu'il a récemment découvert. Il y aurait une zone spécifique dans la constellation de la Grande Ourse. Au début, les scientifiques n'en pensaient pas grand-chose, mais par la suite, ils ont analysé les données en profondeur et ont réalisé son importance. Cette zone exceptionnelle est un point chaud, d'où pourraient provenir ces rayons cosmiques. Et il a presque 100% de chances d'exister. Cela s'apparenterait à la source d'énergie cachée de l'univers. Mais quelle est cette source et pourquoi existe-t-elle? Les rayons cosmiques n'intriguent pas seulement les astronomes. Ils ont aussi des applications terrestres. En 2017, des chercheurs ont utilisé des rayons cosmiques pour découvrir un espace caché dans la pyramide de Khéops. Ils ont utilisé la tomographie par muons, une méthode qui examine les rayons cosmiques pénétrant dans des objets solides. Et c'est ainsi que les scientifiques ont dévoilé les secrets de l'ancienne structure. Les chercheurs s'en servent également pour regarder à l'intérieur des volcans. Ils utilisent la même méthode qu'avec les pyramides. Lorsque ces rayons traversent un volcan, les scientifiques peuvent étudier comment ils se déplacent pour générer des images de ce qui se trouve à l'intérieur. Cela les aide à déterminer où se trouvent différents matériaux dans le volcan et à surveiller tout signe indiquant qu'ils pourraient entrer en éruption. Donc, plus nous en apprenons à leur sujet, plus nous nous approchons de percer les mystères de notre univers. Les scientifiques ont dû concevoir de meilleurs détecteurs afin d'en apprendre davantage. Et grâce à toutes ces nouvelles technologies, ils découvrent des choses très rapidement. Attendons maintenant de savoir quelles vérités ils découvriront à l'avenir. Cela fait des décennies que les scientifiques découvrent de nouvelles planètes hors de notre système solaire. D'ici fin 2023, nous pourrions en avoir trouvé plus de 5000. Et beaucoup de ces exoplanètes pourraient même potentiellement abriter la vie. Maintenant, si tu es prêt pour une course folle à travers l'espace, penchons-nous sur les planètes potentiellement habitables que nous avons découvertes au cours des dernières années. Voici LP-890-9b et LP-890-9c. Attache ta ceinture car nous nous dirigeons vers LP-890-9, une naine rouge située à 105 années-lumière de la Terre. Cette étoile est assez froide par rapport à notre Soleil, soit une température d'environ 2593 degrés Celsius. Elle a beau être relativement petite, elle recèle pourtant bien des surprises. Ainsi, 2 exoplanètes orbitent autour d'elle. De plus, ces 2 planètes sont probablement telluriques, autrement dit rocheuses, tout comme notre Terre. Tout d'abord, nous avons LP-890-9b, qui a été découverte en 2022 à l'aide du télescope TESS, et confirmée plus tard par le télescope Speculus. Cette planète est une super-Terre, représentant environ 13 fois la masse de notre propre planète. Elle est également légèrement plus grande que cette dernière, avec un rayon environ 30% supérieur. Et si tu pensais que l'orbite de Mercure autour du Soleil était rapide, celle de LP-890-9b risque de te laisser pantois. Il lui faut environ 3 jours pour accomplir un tour autour de son étoile. Imagine que tu t'endormes dans un hiver glacial et que tu te réveilles dans la chaleur estivale. Mais la véritable surprise est sa voisine, LP-890-9c. Elle a également été découverte par le télescope Speculus. Elle est un peu plus éloignée de son étoile et son orbite est 2,5 fois plus longue que celle de LP-890-9b. Elle est également un peu plus grande que la Terre. Mais son plus grand intérêt réside dans son emplacement au sein de la zone habitable de son étoile. Cela signifie qu'elle pourrait potentiellement avoir de l'eau liquide à sa surface et un climat propice à la vie. Cette planète est devenue une candidate de choix en vue de l'étude de son atmosphère, à l'aide du télescope spatial James Webb. Mais attends un peu, tout n'est pas rose bonbon sur LP-890-9c. Elle est aussi très proche de son étoile.
ce qui signifie qu'elle est constamment bombardée de radiation qui pourrait potentiellement la rendre bien moins vivable. Et pour couronner le tout, elle se trouve en rotation synchrone avec la naine rouge, de la même façon que notre Lune. Cela signifie qu'un côté de la planète fait constamment face à l'étoile et est incroyablement chaud, tandis que l'autre est perpétuellement plongé dans l'obscurité, ainsi qu'un froid glacial. Des simulations suggèrent que cette planète pourrait s'apparenter davantage à Vénus en termes d'atmosphère et de climat. Et Vénus, tu sais, n'est pas connue pour être spécialement accueillante envers les humains. Mais malgré ses difficultés, LP890-9C demeure une exoplanète fascinante qui mérite d'être étudiée de façon plus approfondie. Qui sait quel secret elle peut receler? Passons aux candidates suivantes. GJ1002b et GJ1002c. Une équipe internationale de scientifiques, dirigée par des chercheurs de l'Institut d'astrophysique des Canaries, a découvert 2 planètes semblables à la Terre, à seulement 16 années-lumière de notre propre système solaire. Elles sont toutes 2 en orbite autour d'une naine rouge, baptisée GJ1002. Notre Soleil est une naine jaune, ce qui signifie que GJ1002 est beaucoup plus froide et moins lumineuse que notre astre. Mais ce n'est pas grave. Les 2 planètes sont très proches de leur étoile, il ne devrait donc pas y faire trop sombre ou trop froid. Ces planètes, nommées GJ1002b et GJ1002c, se trouvent toutes 2 dans la zone d'habitabilité de leur étoile. Ce qui signifie qu'elles pourraient potentiellement abriter la vie. De plus, elles ont toutes 2 une masse similaire à celle de la Terre. GJ1002b est la planète la plus proche et met environ 10 jours pour orbiter autour de son étoile, tandis que GJ1002c met un peu plus de 21 jours. Ces planètes sont d'excellentes candidates pour l'étude de leur atmosphère, et pourraient même être des cibles de choix pour de futures missions à la recherche d'éventuels signes de vie. Le plus important, c'est que ces 2 planètes pourraient potentiellement abriter des organismes vivants, et ça, ce n'est pas rien. De plus, le fait qu'elles soient situées si près de nous signifie que nous pourrons peut-être les visiter. Enfin, peut-être pas nous personnellement, mais bon, tu vois le topo. Et peut-être qu'un jour, nous trouverons même une vie extraterrestre sur l'une de ces planètes. Ça, ce serait du jamais vu. Mais passons à la planète suivante. Kepler 1649c, également surnommée l'exoplanète perdue, a été redécouverte en 2022 par des scientifiques en exploitant les données de la sonde spatiale Kepler de la NASA. Cette exoplanète est située à environ 300 années-lumière de la Terre et orbite autour d'une petite étoile froide du nom de Kepler 1649. Elle a à peu près la même taille que la Terre, et comme les précédentes, se trouve dans la zone habitable de son étoile. Dans un premier temps, les données concernant cette planète avaient été écartées. Un programme informatique spécial baptisé RoboVeter, conçu pour passer automatiquement au crible les volumes de données recueillis sur Kepler, avait conclu que cette candidate n'était qu'un faux positif. En d'autres termes, le programme avait estimé qu'il s'agissait d'une erreur ou d'une banale interférence. Heureusement, les chercheurs vérifient toujours ce genre de choses à 2 fois. Et en réexaminant leurs données, ils ont réussi à sauver la pauvre Kepler 1649c de l'oubli. Nous savons maintenant qu'il s'agit d'une planète tellurique, tout comme la Terre. Et si elle contient vraiment de l'eau, il pourrait même y avoir de la vie. Mais ne t'empresse pas de faire tes valises. Il reste encore de nombreuses inconnues au sujet de Kepler 1649c. Par exemple, nous ne savons pas à quoi ressemble son atmosphère, ni de quel type est sa surface. Il est également possible que la planète soit verrouillée gravitationnellement avec son étoile, tout comme LP890-9C. Et ça, ce serait vraiment pas top. C'est pourquoi Kepler 1649c mérite d'être étudié plus en détail. Peut-être s'agira-t-il de l'endroit idéal où poser son mobil-home à l'avenir. N'oublie pas de te munir d'une bonne dose de crème solaire, car la planète est très proche de son étoile et les choses pourraient vite s'avérer torrides. Kepler 1638b. Cette exoplanète se situe à environ 5000 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne. Elle se trouve également dans la zone habitable de son étoile. Elle a été découverte en 2020 par la sonde Kepler au moyen d'un processus appelé transit. La sonde prend plusieurs photos de l'étoile à différents moments. Ensuite, les programmes informatiques analysent ces clichés à la recherche de points et de petites taches. Ces petites baisses de luminosité peuvent signifier qu'une planète est passée près de l'étoile. Kepler 1638b est une planète un peu particulière, comparée à la plupart des exoplanètes que nous avons trouvées jusqu'à présent. Sa masse est environ 4 fois supérieure à celle de la Terre et son diamètre environ 2 fois plus grand, ce qui en fait une exoplanète de type super-Terre. Sa période orbitale est d'environ 260 jours,
ce qui est assez proche de celle de notre planète. Et ça, c'est encourageant. Enfin un endroit où l'hiver et l'été se dérouleront normalement. Kepler 1638b pourrait également contenir de l'eau liquide. C'est pourquoi c'est une excellente candidate pour une étude plus approfondie visant à déterminer s'il est possible d'y trouver de la vie. Espérons que nous en apprendrons plus sur cette planète à l'avenir. Et enfin, la dernière de la liste. Kepler 438b. Kepler 438b est une exoplanète située à environ 640 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Lyre. Elle a été découverte en 2015 par le télescope spatial Kepler. Certains des aspects les plus intéressants de Kepler 438b sont sa taille et son emplacement. Elle a à peu près le même volume que la Terre et orbite également dans la zone habitable de son étoile. Mais il y a quelques bémols. Tout d'abord, Kepler 438b orbite autour d'une naine rouge, connue pour ses niveaux élevés de rayonnement solaire, ainsi que ses éruptions. La surface de la planète pourrait donc être trop hostile à la vie telle que nous la connaissons. En outre, une année sur Kepler 438b est beaucoup plus courte, puisqu'elle ne dure que 35 jours terrestres. Cela pourrait entraîner des fluctuations de température extrêmes à la surface de la planète. Mais peut-être abrite-t-elle des formes de vie extraterrestres robustes, qui se sont adaptées à ces conditions uniques. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, ça vaut toujours la peine de garder un œil dessus. Voilà, c'était une petite liste d'exoplanètes découvertes au cours des dernières années. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, nous serons en mesure de découvrir de nouvelles exoplanètes beaucoup plus fréquemment. On ne peut qu'espérer que quelques-unes d'entre elles se révéleront être habitées.